Robin, comment je fais pour me lancer dans la robotique quand je ne connais personne? Quand on veut rentrer dans un secteur comme effectivement celui de notre magnifique emblème de la robot numérique, on peut se dire que les coûts peuvent être importants, les investissements élevés. Eh bien non. Les coûts sont faibles. Les coûts sont faibles tout simplement parce que la première ressource, c'est une ressource de matière grise. Et la ressource de matière grise, elle existe dans tous les territoires. On a la chance d'investir de manière assez importante dans le système secondaire et dans l'université. Donc chaque ville de taille moyenne telle que Saint-Quentin a une antenne universitaire et doit en profiter parce que c'est cette ressource-là qui est la ressource fondamentale, qui est le pétrole du XXIe siècle. Le deuxième point, c'est la question des coûts financiers, les investissements, les CAPEX. Et ceux-ci aussi sont faibles. Aujourd'hui, les coûts ont dramatiquement baissé. Vous avez des plateformes d'accès qui permettent de préprogrammer des logiciels. On a vu tout à l'heure l'exemple avec Salesforce, par exemple, qui offre l'accès à de nouveaux métiers, l'accès à des logiciels de manière très rapide, très facile, à des coûts moindres. C'est pareil pour la robotique industrielle. On a vu que les prix se sont effondrés. On a vu qu'aujourd'hui, il existe un certain nombre de lieux dans lesquels on peut faire du prototypage, dans lesquels on peut commencer ces innovations de manière très simple avec des fonds peu élevés. Et donc je pense que l'ensemble de ces innovations, à la fois le fait que l'information est disponible, mais qu'il faut aller la chercher, ça ne nous dispense pas de tous faire l'effort de se mettre au niveau. Parce que l'information est peut-être disponible, mais ça ne nous empêche pas qu'il faut aller faire l'effort d'aller voir les Intel et comprendre. Et être présent aujourd'hui, le fait qu'1 millier de personnes soient aussi sur Internet, ça montre qu'il y a un véritable intérêt, ça montre que les gens ont envie de cette information. Et donc une fois qu'on a cette information en main, après il faut faire la démarche, la volonté de créer ce produit. Et ce produit, on peut le faire à moindre coût. On forme des jeunes à différents niveaux. Sur les premiers niveaux de l'université, ce qu'on appelle maintenant les licences, disons que c'est au niveau des fondamentaux, hein, des matières classiques. Et puis plus ça va, plus on introduit des modules ou des formations qui sont un petit peu futuristes et qui vont apporter des éclairages sur les technologies de demain. La robotique en fait partie et le numérique également, et l'association des deux, je pense que c'est l'avenir clairement. RoboStart PME, c'est la confluence de 3 structures, de 3 intérêts qui ont permis de déployer une action nationale pour aider 250 PME à introduire leur premier robot industriel. L'accompagnement expert, et ça je vais laisser Laurent détailler un peu plus la valeur ajoutée de RoboStart PME, mais c'est également soutenir l'investissement en robotique industrielle, et c'est concrètement 10%, une subvention de 10% sur le coût total de l'investissement en primo-robotisation. Donc une aide pour nos PME et pour l'accès à la robotique industrielle. Laurent, je vais vous laisser enchaîner. Est-ce que vous pourrez nous dire aussi très concrètement qui peut bénéficier de ce programme? Est-ce que c'est compliqué? Comment est-ce qu'on fait? Les entreprises qui peuvent accéder à ce programme sont des PME. Alors une PME, c'est quoi? C'est une entreprise dont l'effectif est inférieur à 250 personnes et qui n'appartient pas à un groupe, ou qui appartient à un groupe dont l'effectif est au maximum de 250 personnes. Encore une fois, pour y accéder, il ne faut pas avoir de robot. C'est la primo-accession qui nous importe. Alors, ça nous importe pourquoi? Parce que généralement, ce que l'on constate, c'est que c'est le premier pas qui coûte. Et une fois que l'entreprise s'est habituée à ce processus d'automatisation, eh bien en fait le processus va se dérouler par la suite. D'accord? Alors on pourrait imaginer que c'est compliqué. Eh bien en fait non, ça ne l'est pas. Alors ça marche comment? Ça marche comment? C'est-à-dire que nous avons maillé le territoire d'une trentaine d'experts qui déploient une méthodologie qui a été développée par le CETIM. Et ces experts vont intervenir auprès des dirigeants pour les accompagner. C'est pas très compliqué, mais c'est risqué cette primo-robotisation. En fait, il s'agit d'un processus dans des petites structures qui a un effet systémique. Ce que j'entends par systémique, c'est qu'il va falloir mélanger, si vous voulez, à la fois de la technologie, de la modélisation économique, mais également un impact très fort au niveau organisationnel. Tout processus d'automatisation se traduit systématiquement par une mutation organisationnelle, et c'est généralement cette dimension humaine qu'il faut largement appréhender et démystifier. D'accord ? Il y a aussi un aspect très important dans la réussite de ce projet, c'est la maîtrise des procédés de production. Et encore une fois, on va saisir l'opportunité de ce projet pour optimiser et améliorer encore les procédés de production, parce qu'il faut qu'ils soient sous contrôle et il faut qu'ils soient maîtrisés pour que ces projets soient rentables. Eh bien en fait, c'est l'ensemble de l'accompagnement, c'est cet accompagnement que vont porter les experts auprès des dirigeants des PME pour la réussite de ce projet. Je pense que c'est une magnifique opportunité pour réapporter de la compétitivité à nos PME.
On le voit au quotidien. Aujourd'hui, on est sur un projet qui est parti depuis une petite année et quasiment on a des robots dans le cadre de ce programme. On a à peu près 2 à 3 robots qui sont installés par semaine en ce moment grâce à ce programme-là. Et je peux vous assurer que les retours d'informations que nous font les dirigeants sont absolument dithyrambiques. Donc écoutez-nous, mais surtout écoutez ces industriels et suivez l'exemple. When you think about Japanese robots, Quand on parle des robots japonais, beaucoup de gens, y compris moi, pensent aux robots humanoïdes comme Asimo. Quand on pense aux robots américains, c'est plutôt des robots militaires robustes qu'on utilise pour la défense, par exemple. Ce qu'il y a de bien avec les robots européens, c'est qu'on a une grande multiplicité de robots. Du robot pompier à celui qui collecte les balles de tennis, du robot qui aide à sauver des vies, jusqu'à celui qui est dans les usines et qui devient l'ami de l'ouvrier. Pour ça, l'Europe est vraiment unique. Toutes les entreprises, quoi qu'elles fassent, ont leur chance en robotique. Sur la partie robotique, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, nous sommes effectivement déjà inscrits dans la formation à travers certains diplômes et notamment le BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques. Donc le fameux CRSA. Le fameux BTS CRSA sur une partie de la formation. Cependant, nous sommes en étroite collaboration avec nos correspondants et nos partenaires à la fois de la mairie et de la communauté d'Agglo pour nous inscrire sur des formations ou des certifications qui répondent aux besoins des industriels et des politiques développées. Pour le BTS, c'est après le baccalauréat, donc après, généralement, ils ont 18 ans, mais cependant, dès l'entrée au lycée, en seconde générale et technologique, nous avons des enseignements d'exploration à caractère scientifique et industriel, sciences de l'ingénieur par exemple, ou création et innovation technologique, où nous abordons déjà des notions de robotique en initiation dès la classe de seconde, et ensuite à travers une filière, un baccalauréat sciences de l'ingénieur ou sciences et technologies, l'industrie, développement durable, le bac STI 2D qui remplace peut-être pour les plus anciens le bac F, les bacs F que l'on a connus il y a quelques années, nous abordons aussi ces domaines de la robotique. C'est vrai que sur le BTS RSA, pour les étudiants qui choisissent cette formation, nous sommes là plus ancrés sur cette formation. Je sais que vous avez déjà des projets pour suivre ce développement qu'on espère extraordinaire de la robot numérique à Saint-Quentin. Sur quoi est-ce que vous planchez? Comment va évoluer votre lycée pour suivre cet élan territorial? Alors, au niveau des diplômes, c'est assez lourd à monter et, au niveau de l'éducation nationale, et nous avons une offre déjà très large, mais je n'ai pas l'autonomie moi personnelle pour ouvrir une formation ou créer un diplôme. C'est le ministère de l'Éducation nationale qui est en charge des programmes et des certifications et des diplômes. Cependant, nous avons une certaine autonomie malgré tout pour développer des certifications et des extensions de formation. Et, Par exemple, j'écoutais attentivement tout à l'heure mon collègue de l'UPJV, responsable de laboratoire. Nous travaillons déjà sur un pôle d'excellence culture du web sur Saint-Quentin depuis plusieurs années avec les lycées de la ville de Saint-Quentin et l'INSET, qui est une dominante de l'UPJV bien présente sur Saint-Quentin. Donc sur la culture du web, nous avons monté un diplôme universitaire qui fonctionne très bien et qui répond à des besoins. Donc nous réfléchissons actuellement avec mes collègues de l'UPJV, de l'INSET et de l'IUT à créer un diplôme spécifique dans les années à venir sur la robotique. Encore une fois, la décision politique revient à Monsieur le Recteur et à Monsieur le Président de l'Université Picardie-Jules Verne, mais nous sommes dans des discussions constructives. Martial, vous êtes le référent robotique de ce lycée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vous qui poussez et qui enseignez la robotique aux élèves? Eh bien, en effet, je suis convaincu que la robotique a un brillant avenir sur le territoire et qu'il est indispensable pour les étudiants, en particulier les étudiants que j'ai en BTS RSA, conception et réalisation de systèmes automatiques, de s'impliquer et de bien comprendre ces enjeux sur la robotique. Dans ce cadre-là, actuellement, les étudiants de BTS RSA ont la chance, en deuxième année,
de développer un thème pour les industriels. Et chaque année, des industriels du territoire nous font confiance. Et vous pouvez nous donner des noms d'industriels qui travaillent avec vous dans la région ? Par exemple, cette année, là, nous travaillons avec le groupe Zender, qui est installé à Vouandiny. Et l'objectif pour cette entreprise, c'est de réussir à diminuer les troubles musculo-squelettiques sur une machine. C'est une problématique que l'on rencontre dans beaucoup d'entreprises. Un autre cas de problématique que l'on rencontre souvent, c'est comment charger automatiquement une machine, comment décharger automatiquement une machine. Alors, dans ce cadre-là, jusqu'alors, on avait surtout tendance à inventer une machine de A à Z. Et c'est ce que nous apprenons à nos étudiants. À partir du cahier des charges, imaginer des solutions, les chiffrer, commander les pièces, les assembler, programmer, installer sur site. Mais on se rend compte que de plus en plus, grâce à la robotique, je pense à ces différentes solutions de bras robots par exemple qui sont présentées sur le salon, eh bien, il y a la possibilité d'intégrer ces technologies-là et au lieu de concevoir une machine qui répond parfaitement à un besoin, utiliser un robot qui est flexible, c'est un moyen d'avoir une machine qui répond aux besoins, mais qui sera réexploitable par la suite et facilement modifiable. Il est donc important que nos étudiants en BTS CRSA soient capables de développer ce genre de solution. Alors, actuellement, on est spécialiste du système automatisé et on s'engage pleinement dans cette voie de la robotique et on souhaite vraiment donner une couleur robotique au BTS CRSA et les référentiels nous permettent de le faire puisqu'on peut adapter légèrement la formation à hauteur de 20% de façon à ce que on puisse répondre à un besoin du territoire. Et cette conférence, mais ce salon et puis cette actualité autour de la robot numérique prouve qu'il y a un besoin. Moi, je l'ai ressenti sur le salon en rencontrant les différents intervenants. Je l'ai ressenti également en rencontrant les chefs d'entreprise. Et je suis persuadé qu'on sera en mesure de proposer très rapidement quelque chose qui répond exactement à ces besoins-là. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur un fait, c'est que ce que nous proposons, comme on construit cette robot numérique sur Saint-Quentin, elle existe, elle est déjà développée, on la met en valeur, on l'amplifie. Au niveau du BTS CRSA, on va la développer et je souhaite que ce développement se fasse vraiment en partenariat avec les industriels de façon à ce qu'on puisse répondre à vraiment à leurs besoins. J'aurai plaisir à accueillir des filles dans nos formations. Il n'y a pas de raison, l'enseignement technique n'est pas un enseignement pour garçons. Il y a toute une part qui me plaît moi énormément dans le BTS CRSA, c'est tout ce qui concerne la conception. Dans cette partie-là, le brainstorming, inventer des solutions, etc., la créativité est indispensable et une touche féminine, une vision féminine face à une problématique qui a toujours été une problématique raisonnée par un cerveau d'homme, ça serait clairement une plus-value pour la robotique, et la robotique à Saint-Quentin en l'occurrence. J'ai encore une question bonus très vite. Bruno Bonnel nous disait ce matin, un élève entre 16 et 20 ans qui choisit la robotique, il est sûr d'avoir du boulot, le chômage n'existera pas. Vous faites la même analyse que lui ? Je le pense, oui. Vous êtes un chef d'entreprise, vous venez voir Industrie Lab et vous dites voilà, j'ai un problème, ce qui nous arrive presque quotidiennement en disant voilà, sur ma chaîne de production, je n'arrive pas à assurer tout ce qu'il faut aujourd'hui. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? Déjà, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place des compétences pour lui permettre d'analyser et de prendre du recul sur son projet. Effectivement, de le sensibiliser à différentes technologies qui existent. C'est gratuit, c'est-à-dire que vous allez me fournir des experts qui vont se pencher sur mon entreprise ? Voilà, on a un réseau, on fonctionne avec le réseau des agents de transfert technologie Picard ou Extra Picardie s'il n'y a pas sur place, qui peuvent effectivement, on peut réunir autour d'une même table, autour d'une même réunion, en un même lieu, une dizaine de personnes qui peuvent apporter des conseils à cette entreprise, des conseils technologiques, des conseils pour recruter, des conseils de formation, des conseils pour avoir des financements pour l'aider à passer ce cap. Donc ça, c'est premier contact et premier service qu'on peut rendre à l'entreprise. Deuxième service, c'est qu'on a des outils technologiques sur la plateforme Industrie Lab qui peuvent être mis à disposition des entreprises qui auraient besoin de créer des projets de recherche et développement pour être compétitifs et pour accéder à des nouveaux marchés. Alors ça peut être des outils divers et variés qui sont associés à des techniciens que l'on peut louer, je dirais, au temps nécessaire pour le projet de l'entreprise. Troisième outil, c'est un outil immobilier, ça a l'air de rien, mais on peut louer des ateliers et des bureaux
pour les entreprises qui seront dans un milieu de comme on dit dans les sciences, de fertilisation croisée, où elles vont rencontrer des gens, des académiques ou d'autres entreprises avec lesquelles elle va pouvoir échanger sur sa problématique. Le numérique et la robotique arrivent de plus en plus dans les entreprises et la nécessité de gagner de la compétitivité par ce biais-là. Dans le cadre des investissements d'avenir, donc l'État nous a confié une enveloppe spécifique pour créer un financement sous forme de prêt bancaire. Pour la Picardie nationale. Nationale. C'est une enveloppe nationale dans le cadre des investissements d'avenir. Il y a une part effectivement qui est dédiée à la Picardie, qui permet à une entreprise d'intégrer de la robotique dans sa société. Donc là, on est sous une enveloppe de prêt bancaire à taux particulièrement bonifié. Mais voilà, ça permet à l'entreprise d'acquérir, peut-être de façon un peu moins onéreuse, et de financer la partie bancaire, le robot qui va permettre d'améliorer sa compétitivité. L'avantage de ces financements, c'est qu'ils sont sans garantie, sans caution personnelle pour le dirigeant, ça c'est intéressant. Ils sont sur 7 ans, avec 2 ans de différé. Donc vous intégrez le robot, il commence à produire et vous remboursez après. Voilà, ça fait partie des outils de BPI France et des missions qui nous sont confiées pour accélérer le développement et la croissance des PME et des ETI essentiellement. Alors, on était dans le cadre d'une réflexion pour l'acquisition d'un deuxième robot. Ascodero, c'est assemblage, composite, détection, c'est plutôt la vision, et robotique. Et nous sommes aussi partenaires d'Industrilab. Donc vis-à-vis d'Industrilab en particulier, il fallait qu'on puisse marquer notre territoire et pouvoir mettre à disposition de l'institution des moyens techniques éventuels. Et donc nous étions en discussion avec un de nos fournisseurs de robots et à ce moment-là, nous est arrivée l'idée qu'il pouvait y avoir des possibilités qui s'étendaient aux TPE et aux PME de financement participatif, communément appelé crowdfunding. Ça marche donc pour la bande dessinée, de la musique, des films, et ça marche aussi pour les robots. Si vous voulez, il y a 3 méthodes de crowdfunding. Le premier, c'est le don. Les gens donnent de l'argent dans le cadre justement des bandes dessinées, de la musique, des disques, etc. Et la contrepartie, l'organisme que vous avez financé vous donne quelque chose à la place. La deuxième méthode, celle que nous avons choisie compte tenu du montant d'accessibilité au financement qui est de 15 000 € maintenant, alors que précédemment il était 10 000 €. C'est une première en Picardie. Là, ce sont des contributeurs qui vous prêtent de l'argent sans intérêt et que vous remboursez sur un calendrier qui est prédéterminé avec l'organisme. Et c'est la méthode que nous avons choisie donc pour 15 000 €. La troisième méthode, où vous pouvez avoir des sommes beaucoup plus importantes, mais en général, les organismes de crowdfunding demandent une participation dans l'entreprise. Donc voilà, nous avons choisi l'intermédiaire. Alors si vous voulez, ça peut paraître un petit peu particulier. Tout le monde connaît les financements à travers les banques. Tout le monde connaît les quelques difficultés qu'il peut y avoir avec les banques. Là, il n'y a pas de problème particulier. Vous avez des contributeurs qui vous font confiance et qui vous apportent de l'argent. Vous commencez à 20 €, 30 €. Et nous sommes maintenant limités de par la loi, dans le deuxième cas, à 4 000 € par personne. Et ces contributeurs seront remboursés selon un calendrier. Nous, on a choisi 15 mois de remboursement et tous les mois, ils toucheront 1/15 de la somme qui a été affectée à cette contribution. Et je dis bien sans intérêt. Donc vous voyez l'engagement quand même qui évolue dans la mentalité en France. Qui vous a prêté? Qui sont les gens qui se sont dit « Moi je vais investir, j'y crois à votre projet à vous » Il y a des inconnus, il y a des anonymes. Parce que vous pouvez apparaître sur le site de financement avec votre nom, votre localisation, etc. Il y a des inconnus, il y a des anonymes. Récemment, il y a un monsieur, il a mis son prénom, Alain, et son nom de famille commence par un C. Peut-être qu'il est dans la salle, personne ne le sait. S'il y a des gens maintenant qui veulent venir contribuer, je les invite vivement à nous aider. Alors on peut continuer à vous aider, vous avez toujours besoin de fonds. Alors nous sommes actuellement à 80% de financement et nous avons 41 contributeurs. Alors calcul rapide, ça fait quand même une moyenne de quasiment 300 € de contribution par personne. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a un contributeur absolument inconnu
qui nous avait placé 9 000 € au départ. L'organisme a dit non, la loi c'est 4 000 €. Une dame inconnue, pour tout le monde. Et nous avons un autre... C'était une dame. Et ça pouvait peut-être être une ancienne petite amie, mais comme elle s'est mariée certainement, je n'ai pas son nom de famille. C'est sans doute ça. Nous avons un autre contributeur qui nous a mis 1500 €. Mais nous avons des contributeurs à 20 et 30 €. La première contribution, 20 €. Est-ce que l'Europe débloque des fonds, a des programmes pour nous aider à investir dans la robotique dans une région française? Yes, there is financial support. Oui, il y a des aides financières. Par exemple, avec ce programme qu'on appelle Spark, c'est du partenariat privé. Il y a 700 millions € disponibles pour des projets de robotique. Et cette année, ce sont 83 millions jusqu'au 15 avril qu'on peut obtenir. Il y a donc beaucoup d'argent, mais pas seulement pour les grandes entreprises qui travaillent tous les jours avec les robots. C'est aussi de l'argent pour ceux qui démarrent, les startups, les PME. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut combiner ces financements avec les aides européennes. Le développement dans les régions passe aussi par là, et surtout, il ne faut pas hésiter à combiner tous les fonds qui s'adressent à la robotique. On peut parler de différents accompagnements. On a eu un dispositif d'amortissement accéléré qui avait été voté sous l'impulsion de notre ancien ministre de l'économie, qui était aussi quelque chose d'une excellente mesure, je pense. Et donc c'est un ensemble de mesures qui fera que petit à petit, on pourra reconstruire, on pourra rattraper le retard, notamment sur la partie industrielle, et essayer de grignoter un peu petit à petit tout ce qu'on a accumulé comme problème. Sur la partie plus robot numérique, si on sort un peu du cadre de l'usine, effectivement, je pense que la vocation à prendre, le point de vue qu'il faut prendre, c'est celui du client. C'est vraiment de se mettre dans la peau de la simplification des usages. Et comme je l'ai déjà un peu dit ce matin, il faut se mettre non plus dans la peau des early adopters, donc des gens qui sont déjà convaincus par les innovations de la robot numérique, mais se dire qu'en face de nous, on a les 80%, les 75% du marché qui aujourd'hui ne sont pas convaincus, voire même qui vont être réticents. Et donc c'est ces gens-là qu'il faut aller chercher, et on va aller les chercher via quelque chose de très simple. Et ce qui est valable pour la robot numérique avec des clients particuliers, vaut aussi avec des clients industriels. Et je pense que c'est quelque chose que vous devez voir aussi dans vos programmes. Plus on est simple, plus on est clair, plus on est compréhensible sur l'apport réel et l'utilité que ça crée pour la personne, plus ils vont être facilement convaincus et ils vont vouloir installer des robots.